Parents Live, la vie de famille en direct. Vous avez envie de partager votre expérience de parents, grands-parents, beaux-parents, enfants ou ados sur un sujet qui vous tient à cœur, racontez-vous. Sur Parents Live, on parle de la vie de famille, la vraie, celle qui tâche, qui fait du bruit, qui empêche de dormir ou qui claque les portes. Rejoignez le direct Parents Live tous les deuxièmes mercredis du mois sur News FM. Retrouvez les podcasts et l'ensemble des vidéos créées dans le cadre du projet Parents Live sur parentslive.fr. Oui les amis, nous voici donc pour cette émission Parents Live, une fois tous les 2 mois, l'émission consacrée à la parentalité sous toutes ses formes, avec des thématiques aussi diverses que variées, et toujours bon nombre d'invités pour parler de leur quotidien, de leur vécu, de leurs expériences, autour de plusieurs thématiques, et toujours Florence, bien sûr, qui est là avec nous. Bonjour. Salut Greg. Tu vas bien ? Super bien. Super, ça fait plaisir, je t'en prie. Bon, on se retrouve pour la dernière émission de la saison. Ouais, on est comme ça chez Parents Live, on prend le large avant tout le monde. Non, en vrai, on prend surtout le temps de vous concocter une saison 4 aux petits oignons dans laquelle on aura encore plus besoin de vous et de votre expérience. Pour ce 21e rendez-vous, on va parler d'écologie et de vie de famille. Pourquoi et comment on se met au vert avec nos kids et comment on parle avec eux de développement durable, de transition écologique et pourquoi pas même de décroissance. En les responsabilisant, mais sans les culpabiliser. Et puis surtout, on va se dire comment nous, en tant qu'adultes, on peut donner l'exemple. Avec nous pour en parler, on a Laurie de Tohu Bohu. C'est une toute jeune association de l'agglo grenobloise qui souhaite faire bouger les lignes de l'aventure parentale en réduisant l'impact environnemental des familles, tout en proposant un réseau d'entraide entre parents. Clémentine du blog Clémentine la Mandarine, qui travaille à faciliter la transition écologique avec sa communauté via un accompagnement personnalisé et plein de bonnes idées pour les grands comme pour les petits. Elle est en compagnie d'Antoine, alias Petit Lutin, qui participera également à l'émission. Bonjour tout le monde. Bonjour. On va tout de suite commencer par vous présenter les invités. Clémentine, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton travail et les accompagnements et produits que tu proposes ? Je fais un blog sur l'écologie au quotidien. Donc l'idée, c'est de parler de tout ce qu'on peut mettre en place soit chez soi, les petits gestes du colibri, comme on les appelle en général. Et donc il y a plein d'articles accessibles sur mon blog sur tous ces sujets-là. Et j'ai aussi un accompagnement d'1 an qui est entièrement gratuit. Donc on s'inscrit, on reçoit tous les semaines un objectif par mail avec toute une page qui explique comment mettre ça en place. Alors ça va parler de zéro déchet, de transport, des vêtements, enfin vraiment tout le quotidien. Et donc toutes les semaines il y a un mail qui arrive directement automatiquement dans la boîte mail avec tout le contenu. Yes, voilà. Merci. Je me suis abonnée, c'est top. Je suis en train de valider tout ça. Merci. Laurie, peux-tu nous présenter plus en détail la démarche de l'asso et son fonctionnement ? Oui, avec plaisir. C'est une association qu'on a fondée avec Émilie Gindre, qui est toute nouvelle sur la métropole grenobloise. Et on défend l'idée que ce n'est pas tous les jours facile d'être parent. Je crois que c'est aussi ce que vous portez chez Parents Live, surtout dans le monde d'aujourd'hui et face au futur un peu qui s'annonce. Donc ça, c'était pour le côté tableau noir. Mais nous, on a quand même un regard assez lumineux et positif sur la question parce qu'on croit fort que ça va mieux quand on le partage. En fait, au tout début de l'association, il y a une phrase qui nous a beaucoup porté, un adage assez connu qui est « il faut tout un village pour élever des enfants ». Et on s'est dit « ok, carrément, nous on y croit fort à tout ça. Comment est-ce qu'on fait pour le recréer au niveau du territoire, pour recréer cet esprit collectif autour de la parentalité, pour engager la transition écologique et sociale des familles ?» Et tout ça, ça prend forme effectivement à travers, en fait, on parle souvent des 2 jambes de notre projet. Il y a une part, la première jambe qui est cette histoire de réseau, d'entraide, de soutien entre parents, dans l'idée de comment est-ce qu'on peut venir mettre en lien, se connecter plus facilement entre parents pour parler de ses joies et de ses galères, et puis de partager du coup des expériences humaines avec la nature à travers des sorties, des activités, des événements qu'on va mettre en place. De mettre aussi les parents en lien avec des ressources pour répondre aux milliards de questions qu'on peut se poser et notamment, nous, de bien connaître les acteurs du territoire autour de la parentalité pour pouvoir orienter les familles vers le bon interlocuteur en fonction de ses besoins.
Donc ça, c'est pour la jambe réseau d'entraide. Et puis notre deuxième jambe qui marche vraiment avec, c'est des services en fait pour faciliter la transition écologique. Et on a décidé effectivement de se lancer par les couches lavables, sur les couches lavables, parce que on connaît cet objet, mais il n'est pas si simple que ça à utiliser pour plein de familles. Il y a des freins. On a notamment pu voir que l'un des freins, c'est ça coûte cher, l'investissement de départ, il est compliqué. Donc avec l'asso, un des services qu'on va proposer, c'est nous d'acquérir un stock de couches qu'on va ensuite louer aux familles. Et puis pour l'autre frein qui est plus de l'ordre, ça vient rajouter une charge domestique, c'est du temps, le lavage, tout ça, gérer les stocks. On aimerait pouvoir mettre en place un service de location-lavage. En gros, on vient livrer les couches propres, on récupère les salles à vélo, je précise, histoire d'être toujours dans cette cohérence. Et puis on s'occupe du nettoyage avec un partenaire qui est une blanchisserie professionnelle. Et effectivement, tu le disais, on est toute nouvelle. On s'est créé il n'y a pas très longtemps. On a vraiment lancé l'association publiquement en mars. On a nos premiers adhérents et adhérentes. Et là, en fait, on va dire jusqu'à la rentrée, on va être sur une phase un peu d'expérimentation, à la fois du réseau et puis du service de location-lavage. Là, on vient d'entrer en phase test avec 10 familles qui testent avec nous ce service-là, dans l'idée de le lancer vraiment à l'automne. Très bien, ok. Eh bien, c'est fait de belles jambes, tout ça. Oui, pour marcher. Une belle jambe. Ça marche bien. Merci en tout cas d'avoir répondu à l'invitation de Parents Live et d'être là pour échanger avec nous. Donc, on va se demander, d'abord, changer son mode de vie, ok, mais pourquoi ? Ça peut être en lien avec des valeurs, avec notre éducation, avec des déclics. Moi, l'écologie, on va dire que j'y baigne depuis, à mon avis, le liquide amniotique du ventre de ma mère. Hein. Mes parents, ils n'ont pas attendu la mode du vrac pour faire des commandes groupées de 10 kilos de boulgour, ni les recommandations de la métro pour faire leur compost. Bref, ils nous ont transmis un semblant de conscience écologique qui a infusé à plus ou moins grande échelle selon chacun de leurs enfants. Et puis chez moi, comme d'hab, ça s'est transmis avec un peu de culpabilité et puis d'anxiété, cette affaire. J'ai appris que ça avait un nom d'ailleurs, la solastagie, c'est assez joli, hein, l'éco-anxiété, enfin c'est une espèce de détresse existentielle qui est causée par les changements environnementaux passés, actuels et à venir. Et ça, c'est venu insidieusement à la naissance de mon deuxième enfant en 2018. J'ai lu un énième rapport du GIEC, j'ai appris qu'il y avait des scientifiques qui démissionnaient une fois qu'ils avaient publié leur rapport et puis qui voyaient qu'il n'y avait rien qui se passait. Et puis j'ai lu 2 livres, un au titre assez évocateur, Tout peut s'effondrer, de Pablo Servigne. En fait, le type, il exerce une profession qui s'appelle la collapsologie. Déjà, ça sent pas hyper le truc. Ça sent pas bon. Non, ça sent pas bon, c'est pas hyper jojo. Et puis il te prouve entre guillemets par A plus B que ta vie, tout ça, les balades en forêt, ça va pas forcément trop durer. Voilà, donc j'étais forcément au fond du trou, hein, on imagine bien. Et puis après, j'ai lu La famille zéro déchet de Jérôme Pichon et Bénédicte Mouret. Et là, je me suis dit que ça y est, le monde était sauvé. J'allais réussir à réduire la taille de mes poubelles et cuisiner des goûters maison. C'est bon. Donc tête baissée, j'ai foncé, probablement foncé, et j'ai été jusqu'à imaginer du PQ lavable. Je vous avoue, je ne suis pas allée jusqu'à la vraie des produits finaux. Hein. Il y a eu un veto dans la famille. Non, mais j'étais à fond. Bref, en tout cas, j'ai eu besoin d'agir et puis d'avoir l'impression, comme tu disais aussi, le bris, de faire ma part, même si c'est une petite part. Voilà. Yes. Merci Florence pour ce partage d'expérience. Petit lutin, bonjour. Peux-tu te rapprocher de ce micro ? Oui. Super. Alors, petit lutin, c'est quoi pour toi un quotidien plus écolo ? Pourquoi on voudrait plus d'écologie dans la vie ? Pour moi, un quotidien plus écolo, c'est d'acheter le plus possible du bio et le plus possible avec des sacs à vrac. C'est-à-dire pas acheter avec des sachets, mais directement mettre la dose qu'on veut dans un sac qu'on a apporté réutilisable. Ok. Et pourquoi on voudrait plus d'écologie dans la vie ? Pour arrêter de polluer les océans, la forêt, les fleuves, les lacs, tout ça. Et donc protéger les animaux qui vivent dans ces lieux. Très bien. Belle initiative. Hein ? Super, petit lutin. Donc, côté parents, Clémentine, pourquoi on s'engage dans une démarche écologique en tant que parent, en tant que citoyen ? Qu'est-ce qui peut motiver, en fait, hein ? Selon toi, d'où c'est venu pour toi ? Alors, je suis comme toi, je me souviens pas... j'ai pas eu de déclic, en fait, ça a toujours été là. Du coup, je sais pas ce qui m'a motivée, parce que... pour moi, c'est une évidence, en fait. C'est aberrant juste de faire autrement. Il y a quand même une motivation, c'est de laisser une planète vivable aux enfants. De se dire que, du coup, Antoine, quand il aura 50 ans,
quelque chose comme ça. Il ne vivra pas au milieu d'une troisième guerre mondiale avec des famines, etc. En fait, un truc... j'ai lu aussi des rapports, etc. Et c'est juste super flippant, en fait. Donc, se dire, ouais, il faut vraiment faire quelque chose. Enfin, quelque part, on n'a pas vraiment le choix. Et puis aussi, une question de bonheur, en fait, parce que avoir une grosse voiture, une grosse maison, une pelouse nickel, juste, moi, ça me rend pas heureuse et je pense pas que ça rende qui que ce soit heureux, toute cette société du paraître, en fait, et qu'il y a quelque chose de plus profond à aller chercher et qui va venir par la sobriété heureuse, en fait, et par le fait d'arrêter de vouloir paraître, mais plus d'être. Et ça passe forcément par être plus sobre, parce qu'on peut pas passer toute son énergie à faire un boulot qu'on déteste 70 heures par semaine pour pouvoir se payer des choses dont on n'a pas besoin. Et en même temps, prendre du temps, je sais pas, dans son jardin pour cultiver des fraises, parce que les fraises qu'on cultive dans le jardin, elles sont juste trop bonnes, en fait. Et du coup, cette recherche du bonheur, en fait, elle va forcément passer par plus d'écologie, parce qu'en fait, on est juste fait pour ça, pour vivre avec la nature, tout simplement. D'accord, donc on est très très loin de métaverse proposé par notre... Bah ouais, là. Ouais, on est d'accord quand même que ça fait pas rêver. Ok, et de ton côté, Laurie, ça se traduit comment, ça, ce besoin d'écologie et ta motivation? Et ben en fait, ça va assez rejoindre ce que vous avez toutes et tous dit. C'est-à-dire que nous, on a commencé avec Tohubohu par faire une enquête en fait, auprès de plein de familles pour essayer de comprendre un peu quelles étaient les spécificités des parents d'aujourd'hui. Et parmi les constats qu'on a pu tirer sur la question vraiment écologique, on a pu voir que quasiment à 100%, l'arrivée d'un enfant dans une famille augmente la prise de conscience de l'urgence écologique. En fait, pour moi, c'est vraiment la spécificité peut-être des générations de parents actuellement, c'est d'être dans cette inquiétude-là du devenir des enfants dont tu parlais, quoi. Dans quel monde ils vont grandir? Et donc cette éco-anxiété, elle peut prendre des formes assez exacerbées, quoi. Il y a même des personnes qui font le choix d'avoir un seul enfant par conviction écologique, voire de ne pas en faire du tout. Donc ça, c'est un petit peu angoissant, même beaucoup. Donc il y a cette prise de conscience accrue, ça on l'a vraiment soulevé, et en même temps donc l'envie de faire quelque chose qui est pas si simple que ça, en fait qui vient se heurter au principe de réalité, quoi, dans sa vie de parent, parce que les journées débordent, sont déjà hyper intenses, donc en fait le passage à l'action pour changer ses habitudes, il n'est pas si évident que ça à mettre en place. Donc on a envie de s'engager, de faire quelque chose, mais on n'y arrive pas, ce qui vient rajouter un petit peu de pression, parce que la conscience écologique, elle reste là, quoi. C'est juste qu'on n'arrive pas forcément à passer le cap, d'où nous le besoin qu'on a identifié d'être accompagné, d'être aidé, épaulé en fait pour faire ces changements. Et par rapport à la question de l'anxiété écologique, si je le replace au niveau vraiment perso, effectivement, si je prends le problème au niveau global et que je pense à l'urgence climatique, à l'extinction de masse, à l'épuisement des ressources naturelles et à toutes les conséquences géopolitiques qu'il y a derrière, j'ai juste envie d'aller dans un coin pleurer et de plus penser à tout ça, ce que je fais de temps en temps, mais pour me sentir plus apaisée, parce que c'est pas vivable de rester juste « Ah là là, c'est horrible, on va tous mourir ». En fait, je trouve que là où ça fait du bien, c'est quand on arrive à retrouver un espace de pouvoir d'agir. Donc en fait, pour moi, ça passe par faut replacer le curseur à l'échelle de là où on en est en tant qu'individu. Qu'est-ce que je peux faire moi à mon échelle? Et du coup, quand on retrouve cette liberté-là de « ok, je peux faire ça », ça vient quand même soulager cette éco-anxiété. Mmh. En tout cas, ouais, être conscient que c'est pas forcément... moi, j'ai cette conscience-là que c'est pas forcément suffisant, parce quand on voit dans les études ce que nous, on pourra changer et ce que ça pourra faire changer au niveau climatique, c'est pas beaucoup. En fait, les comportements individuels, ils pèsent pas tant que ça pour faire changer les choses. Mais en tout cas, on a cette impression-là au moins d'être à peu près centré avec ce qui nous agite. Il y a... voilà. Et puis, il y a aussi tout
toute ce paradoxe aussi, moi, que je vois des fois, consomme mon verre, quoi. À un moment donné, non. Le greenwashing, c'est pas un énième produit du capitalisme, quoi. C'est aussi se dire, faut faire vraiment autrement. Et comme tu disais, Clémentine, avec de la sobriété et des vrais changements qui sont pas toujours simples à mettre en place. Sur le sujet, il y a une BD qui vient de sortir de Loïc Sécheresse qui s'appelle Satanisme et éco-responsabilité et qui est vraiment hilarante parce que c'est très rare de trouver des livres qui parlent d'écologie et qui sont drôles. Et là, pour le coup, en fait, c'est l'histoire de Satan qui se rend compte que s'il veut continuer à pervertir les hommes, il faut qu'il sauve la planète avant parce que s'il n'y a plus d'humains, il n'y aura plus personne à pervertir. Et du coup, Satan devient écolo. Et c'est vraiment très, très drôle. Et il aime les fleurs et les oiseaux. Génial, cette BD. Très bon. Flo ? Oui. Eh ben, on se dit changer de mode de vie. Donc, pourquoi ? Là, on vient d'en faire un peu le tour. Et puis, il y a comment on passe à l'action et puis comment on vient soit dans le prolongement de choses qu'on connaît déjà, soit carrément un peu changer complètement ses habitudes. Alors, si vous avez écouté l'émission précédente, vous savez qu'il y a pas mal de sujets de grogne à la maison chez nous depuis la naissance des enfants, mais il y en a un qui précède leur naissance et je pense qu'il persistera après leur départ de la maison, c'est le compost. Je m'y accroche coûte que coûte parce que même si on est en appart, en fait, on a des bacs à compost collectifs aux 4 coins du village où on habite. Le problème, c'est que je m'en occupe pas très bien et du coup que ça attire les mouches et puis que ça sent pas très bon, quoi. Mais bon, j'ai des arguments béton et je refuse que les épluchures, elles soient enterrées ou brûlées dans des sacs en plastique. Et puis d'ailleurs, j'ai eu ma petite victoire parce que j'ai écouté il y a pas longtemps le podcast Le recyclage est une ordure, du très bon podcast Vivons heureux avant la fin du monde de Delphine Saltel qui est produit par Arte Radio et elle est complètement d'accord avec moi. Donc moi, ma petite marotte, c'est le compost. Et vous, Clémentine ou Laurie, et puis d'abord toi, Antoine, c'est quoi les bonnes pratiques que vous choisissez et comment vous y tenez au quotidien surtout ? Alors, petit lutin, tu es toujours avec nous ? Oui. Super. Qu'est-ce que tu fais, toi, dans la vie de tous les jours qui préserve l'environnement ? Pour acheter des habits, premièrement, je vais dans des ressourceries, je mange le plus possible bio et je ne détruis pas les toiles d'araignée. Comment tu te sens quand tu fais ça ? Joyeux, très joyeux. Est-ce que tu as l'impression autour de toi que les autres enfants se sentent concernés par ce sujet ? Pas trop, vraiment pas beaucoup. Ouais, pas beaucoup. C'est très peu ou c'est voire pas du tout ? Très peu. Ouais, très peu. Et quel petit geste du quotidien tu leur proposerais justement aux enfants qui nous écoutent ? Pour commencer par éteindre les lumières dont on ne se sert pas, de trier les déchets, de ne pas les jeter par terre du coup. Pas mal. J'espère que vous nous écoutez les kids là. C'est Petit Lutin qui vous parle, ok ? Alors toi, Laurie, ce serait quoi tes 3 gestes phares et atteignables, par exemple, pour une famille ? Par où vous conseillez de commencer ? Alors nous, avec l'association Tohubohu, on n'est pas forcément dans la recommandation d'action parce qu'on essaye de faire attention à être pas dans quelque chose qui peut être pris comme de la moralisation ou de la culpabilisation parce qu'on ne ferait pas assez en tant que parent et que ce soit encore une énième injonction à être le parent parfait qui coche bien toutes les cases, y compris celle du parent écolo. Donc nous, on défend vraiment l'idée de partir de là où on en est chacun. De s'adapter en fait à ses possibilités, à ses ressources. Et donc, s'il y aurait un conseil, donc c'est pas 3 actions, mais peut-être un conseil, c'est plus d'employer la technique des petits pas, quoi. J'y vais petit à petit parce que tout changer d'un coup dans son quotidien, ça risque d'être un peu le carnage, de pas forcément être tenable sur la durée. Et en plus, ça vient déséquilibrer, je pense, l'équilibre familial, alors qu'on cherche, je pense, en tant que parent, d'essayer de rester dans un truc à peu près tenable qui va bien. Ça peut aussi venir déséquilibrer la charge mentale et domestique des femmes, parce que quand même beaucoup, la question de l'écologie, elle est portée par les femmes et les mères aujourd'hui dans les foyers. Donc de faire attention à ça. Et nous, l'association, là, on est plus sur comment est-ce qu'on peut venir accompagner, faciliter, encourager les changements d'habitude. Et on a choisi en premier geste le passage aux couches lavables. Alors, c'est pas un petit geste, c'est clairement un changement d'habitude qui est assez conséquent. En tout cas, pour certaines familles qui a besoin d'être épaulées. Et donc là, nous, on propose de nous appeler, d'avoir la hotline, de pouvoir dire « Ah, j'ai une fuite, ok, comment on règle ce quoi
couac-là, de faire des ajustements aux besoins. Donc voilà, nous, ce serait plutôt ça, notre posture. Très bien. Et ton côté, Clémentine, ce serait quoi, toi, le plan d'action famille écolo? Je rejoins sur l'idée des petits pas. J'ai eu une période où, quand j'avais fini mes études, j'ai eu mes premières payes, je pouvais enfin faire mes choix. Et j'ai eu une période où j'ai voulu tout changer à la maison. Antoine était bébé. Et en fait, je me suis retrouvée être épuisée en moins de 2 parce que c'est trop. Donc l'idée, c'est vraiment d'y aller petit à petit, commencer par ce qui fait plaisir. Moi, j'adore cuisiner. Donc les premiers gestes que j'ai faits, c'est aller au marché, cuisiner beaucoup moins de produits animaux. Et je me suis vraiment éclatée à faire ça. Et après, j'ai pu faire la suite, en fait. Donc j'ai fait un grand tri chez moi. Ça a été le deuxième truc. Parce que, comme tu disais tout à l'heure, en fait, consommer vert, ça marche pas. Si on veut être écolo, il faut consommer moins. Mais vraiment partir de ce qui nous plaît, en fait. Il y a, je sais pas, quelqu'un qui adore la mode, et le truc, ça va être aller dans les ressourceries et chercher la perle rare au fin fond, la vieille jupe des années 60 qui est trop belle, un truc dans ce genre-là, en fait. Donc, ouais, partir de ce qu'on aime pour que ça soit fun, en fait. D'accord. Et qu'est-ce que tu dirais qui a été le plus simple à changer et à tenir pour toi, et au contraire, ce qui a été le plus dur? Alors le plus dur, c'est l'injonction zéro déchet, qui a été extrêmement mal traduit, parce qu'en anglais c'est zéro waste, qui veut dire zéro gâchis, qui est quand même vachement plus facile à tenir que zéro déchet. Enfin, c'est un truc, ça paraît juste impossible, enfin, c'est pas possible de pas faire de déchets, et puis on voit toutes ces familles avec leur petit bocal d'1 litre pour les 3 dernières années, enfin, je trouve ça hyper stressant, donc c'est le truc que j'aime pas, en fait, parce que la barre est beaucoup trop haute, à la base. Et puis que des fois on est juste crevé, et ce soir on a envie d'acheter une pizza Sodebo, et c'est pas grave, en fait. Oui, je me souviens plus de ta question. Non, qu'est-ce qui était le plus dur à tenir pour toi? Donc tu parlais des zéro déchet. Et le plus simple, par contre, ce qui t'a paru, tu le disais, hein, c'était peut-être autour de la cuisine, mais est-ce qu'il y a autre chose aussi où c'est simple à faire et c'est facile à tenir? En habitant à Grenoble, ce qui est facile, c'est de se mettre à prendre le vélo pour faire les trajets au moins à l'intérieur de l'agglo. En fait, on a trop de chance, c'est plat. C'est super facile, en fait. On a eu un triporteur pendant longtemps. Donc pour transporter Antoine, les courses, on peut mettre 2 enfants dedans et tout le matos d'escalade. Et on allait faire des sorties comme ça, et c'est hyper facile, en fait, sur Grenoble. Mais il y a les transports en commun aussi qui sont cool à Grenoble. Et du coup, de ton côté, Laurie, toi, ce serait quoi le plus simple et le plus dur à changer et à tenir? Alors, j'ai pareil le vélo, vraiment, sur le plus simple. Bon, j'ai pas de voiture, donc je m'acclimate avec le vélo de toute façon. Le plus dur à tenir, j'avais essayé de faire pas mal de mes produits ménagers maison. Et puis, en ayant une vie professionnelle de montage d'activités où c'est très prenant, il y a plein de choses que j'ai plus réussi à faire. Et donc, pareil, avec un petit lot de « oh là là, j'arrive plus à faire ma lessive au lierre, quelle catastrophe ». Bon, voilà, en fait, il faut lâcher aussi par moment. Donc, j'ai remplacé par de la chavrac. D'accord. Et pour ce qui est de la question que moi j'avais bien envie aussi de repointer, à quel point cette histoire de transition écologique vient peser sur les femmes. Est-ce que vous avez un petit tips justement pour bon, on en a parlé la dernière fois dans l'émission, hein, Clémentine, de comment déjà visibiliser qui fait quoi dans la maison et pouvoir aussi rééquilibrer les choses. Mais est-ce que vous, il y a par exemple quelque chose où vous diriez, en fait, d'être écolo, c'est plus simple et ça me fait gagner du temps? Les couches lavables, c'était la vie, franchement. Antoine a eu des couches lavables jusqu'à un moment à la crèche où j'ai oublié, il les acceptait pas à la crèche, et j'ai oublié de le changer avant d'y aller. Et la personne qui l'a changé, il était assez grand, il devait avoir il devait avoir 2 ans, je pense. Et la personne qui l'a changé a dit « Ah, dégueu !» Et après, il a plus voulu en mettre, en fait. Il a vraiment intégré « Je peux pas mettre ça, en fait, il faut pas. »
Et du coup, on a dû repasser aux couches jetables. Et c'était un enfer, en fait. Les poubelles, les couches lavables, c'est juste trop facile. Enfin, on les mettait dans la machine à laver au fur et à mesure. On mettait les autres vêtements, on lavait tout ensemble. Et c'était trop bien. D'accord, donc un point pour les couches lavables. Alors oui, attends, c'est quoi le... C'était quoi la question? Non, mais dans le sens, qu'est-ce qui finalement pour vous est plus simple? On a l'impression que quand on fait de la transition écologique, ça va être une charge mentale en plus, etc. Mais il y a peut-être des choses, au final, c'est quand même plus simple. Alors si on replace à l'échelle de la vie familiale peut-être et d'éviter de tout faire peser peut-être sur les femmes aussi là-dessus, sur intégrer des nouvelles pratiques, ça peut être vraiment de le voir comme des petites actions ludiques à mettre en place chez soi. Mettons qu'on veuille lancer un compost, on inclut tout le monde, quoi. On y réfléchit ensemble, puis on essaie de trouver comment ça se passe, qu'est-ce qu'on fait pour faire en sorte que ce ne soit pas une personne toute seule qui porte ça au niveau du foyer, mais bien que ce soit partagé par tout le monde. Yes. Ok. C'est l'heure de la pause. C'est l'heure de la petite pause, et pas de souci. On se fait une petite pause avec Youssoufa et on revient juste après pour cette dernière Parents Live de l'année. De la nouvelle école et de l'ancienne, on cogne et on foque ceux qui renseignent. La police contrôle et nous encercle. Je rappe pour les mômes et mes ancêtres. Album sur iPhone et sur vinyle. Je kiffe sur ton corps et ton feeling. Il n'existe pas de mauvaise fin. Quand c'est mauvais, ça veut dire que c'est pas fini. Mais qui sera là dans ma descente? Et qui sera là si je déchante? Comme disait Duxaga, la légende. Les gens n'aiment pas les gens mais aiment l'argent des gens. Ghetto à Place Vendôme, négro Rolls-Royce fantôme. J'arrive dans tes rêves sans dire bonsoir. J'alterne la lumière et le bon char. Arma piano. Arma piano. Arma piano. Je regarde l'avenir, pas le rétro. Mon Dieu, je suis béni d'être un négro. Un jour je rappe dur dans le métro. Demain autotune dans le Merco. Costard et liqueur, je suis Gatsby. Mon cœur pour mes sœurs, je pars au casse-pipe. Comme disait le poète, y a pas assez d'amour dans le monde pour qu'on le gaspille. Je suis au-dessus des lois et des conflits. C'est même plus du rap, là je me confie. J'écoute plus mes boucs, j'écoute Kofi. J'ai perdu le goût avant le Covid. Ghetto à Place Vendôme, négro Rolls-Royce fantôme. J'arrive dans tes rêves sans dire bonsoir. J'alterne la lumière et le bon char. Arma piano. Arma piano. Arma piano. News FM 101.2, l'esprit hip-hop de la bande FM. Et on est de retour pour cette émission Parents Live. Combien on avait dit déjà? 21e. Oh là là, 21e et dernière de cette saison, Flo. Ouais, c'est ça. Et on parle d'écologie avec Clémentine du blog Clémentine la Mandarine et Laurie de l'association Tohu Bohu et puis Petit Lutin qui accompagne Clémentine. Yes. On s'est demandé dans un premier temps pourquoi et comment changer de mode de vie, comment transitionner vers quelque chose de plus écologique dans les familles sans se rajouter non plus des nouvelles injonctions et une charge mentale et éducative trop lourde. Et puis là, on va plutôt donner des idées aux familles qui nous écoutent, aux enfants et aux parents qui nous écoutent, de quoi faire avec les enfants, que ce soit dans les activités ou dans les vacances. De mon côté, moi, j'ai la chance d'habiter en montagne, donc au bon air, dans un environnement qui est plutôt préservé et plutôt très, très vert. Par contre, j'habite en appart et du coup, pas forcément à la lisière non plus d'une forêt.
Et mes loulous, en fait, ils passent quand même beaucoup de temps en intérieur. Et puis, comme tous les gosses, ils rechignent souvent à mettre le nez dehors, surtout si c'est pour marcher, le summum de la torture parentale. Voilà. Et puis après, ils veulent plus rentrer, bien sûr. Donc moi, j'adore les sorties à la bibliothèque, j'adore les sorties au cinéma, mais franchement, ce que je préfère, c'est quand même les emmener en bivouac ou en voyage à vélo, quand genre un ruisseau, un brin d'herbe, une pâquerette, ça suffit à nous occuper la journée. Et puis le soir, on s'endort et puis on écoute les histoires que les étoiles nous racontent. Et puis eux, bien sûr, ce qu'ils préfèrent dans tout ça, c'est qu'on peut manger des chips parce qu'on a un pique-nique et puis qu'on ne prend pas de douche le soir. Voilà. Donc on repassera plus tard pour l'expérience de nature. Bref, en tout cas, cette expérience de nature, moi, j'en ai entendu parler par Peter Kahn et par Delphine Saltel et par Marie Pavlenko parce que j'ai préparé cette émission. Et ça dit bien comment, en fait, c'est hyper important d'être connecté à la nature, de savoir ce qui se passe dans la nature. Un, parce que c'est déstressant et que ça fait du bien au moral, ça a été prouvé. Et parce que si on veut préserver l'environnement, il faut aussi qu'on puisse se rendre compte de ce que c'est cet environnement. On va pas avoir envie de protéger les fourmis, les toiles d'araignée si on n'en voit jamais, en fait. Donc, il y a un livre que je vous recommande chaudement et que Clémentine aussi, je crois, a lu et qui est très chouette. C'est Comment élever un enfant sauvage en ville. C'est un Canadien qui s'appelle Scott Thompson qui l'a écrit et il propose 10 secrets pour aider nos enfants à se reconnecter au vivant. Et voilà. Yes. Merci Flo encore pour ce partage d'expérience, c'est cool. Petit lutin qui est toujours avec nous. Alors toi, quelles sont les activités que tu aimes faire dehors dans la nature ? En fait, c'est se trouver un endroit calme et pas trop au soleil et se reposer. Par exemple, souvent on va à Briançon, dans la maison de vacances de mes grands-parents, et on va à une demi-heure à peu près de Briançon, à un endroit qui s'appelle Névache, où il y a une rivière et un petit pont que j'aime beaucoup. Et on se met à côté du petit pont, et on attend, on discute et on se met au soleil ou à l'ombre. Et voilà. Yes, on contemple, on se met bien. Comment tu te sens pendant et après avoir passé du temps au grand air ? Libre. Oh, pas mal. Est-ce que c'est différent quand tu fais des activités en intérieur ? Musée, écran ou lecture, tout ça ? Oui, c'est beaucoup différent, mais c'est pas pour ça que c'est pas bien. C'est bien aussi. Pourquoi, à ton avis, c'est important de pouvoir être en contact avec la nature ? Pour découvrir et apprendre. Et quelle idée de sortie ou d'activité tu conseillerais aux autres enfants qui nous écoutent ? Alors, pour les sorties, je conseille fortement d'aller à Névache, du coup. C'est à 2h30 de Grenoble et 30 minutes de Briançon. Pour les activités, moi j'aime écouter le chant des oiseaux, regarder les araignées tisser leurs toiles. Et pour d'autres goûts ou d'autres envies, je conseille de jeter un coup d'œil à Passeur Nature. C'est un site qui permet de découvrir plein d'activités à faire dehors. Et il existe aussi un livre qui se nomme 50 activités à faire nature avec les enfants aux éditions Terre Vivante. Merci, petit lutin. De rien. Merci. Il a travaillé, hein. Au top. Ah oui, c'est à moi ? Ben oui, je crois. De votre côté, Laurie, Clémentine, ce serait quoi vos idées d'activités et de sorties nature qui rapprochent les enfants de la nature, les parents aussi, et puis surtout qui sortent des logiques de consommation ? Je te laisse commencer, Clémentine, je sais que tu as bien bossé sur la question, c'est ton thème du moment. Alors, il y a le truc le plus simple du monde, laisser les enfants jouer librement dans la nature. Dans le livre « Comment élever un enfant sauvage en ville », l'auteur dit que c'est hyper important en fait pour les 6-12 ans notamment. C'est vraiment la période cruciale où il faut les emmener en troupeau dans la nature en fait et juste les laisser libres. C'est comme ça qu'ils vont vraiment se connecter à la nature. Ils ont une imagination absolument débordante, donc on peut les laisser la journée entière. Il suffit de leur donner un cadre clair. Tu as le droit d'aller jusque-là, jusque-là, jusque-là. Et après, leur faire confiance, en fait. Ils vont d'eux-mêmes connaître leurs limites. Et puis, s'ils tombent et qu'ils sont un petit peu mal, qu'ils se griffent, c'est pas très grave. Et du coup, c'est vraiment le truc le plus simple du monde, en fait. Juste aller dans la nature, se poser en tant qu'adulte. On a enfin du temps pour discuter tranquille. Et eux, ils jouent. Et après, moi, je rejoins donc Antoine. Il y a la formation sur le site Éveil Nature qui s'appelle Passeur de Nature, qui est génial et qui donne vraiment plein d'idées si on veut faire plus une activité encadrée avec les enfants. Donc, en vrac, nous, on a adoré tailler un bout de bois avec un opinel,
faire de la cueillette sauvage. Donc là, on vient de faire l'ail des ours, par exemple. Écouter les oiseaux à l'aurore, au crépuscule, c'est génial parce que en fait, c'est le silence. Et tout d'un coup, ça piaille dans tous les sens ou inversement. Bivouaquer, regarder les étoiles, la lune. On a la chance vraiment d'être dans un endroit où c'est hyper facile à faire en fait. Enfin, on prend un bus, on va au bout. Par exemple, le 34, je crois, il va jusqu'à Poisa et là il y a un grand champ. Et il y a plein de parents qui bivouaquent là l'été en fait. Et du coup, il y a les enfants se retrouvent. Enfin, c'est vraiment super facile à faire. Il y a aussi plein de cabanes non gardées en montagne, tout autour de Grenoble. Il y en a une qui est extraordinaire en montant vers Champs-Rousse, qui est immense. Enfin, on peut dormir chacun amène son matelas et son duvet, on peut dormir à 20 dedans. Et c'est super facile, du coup, il y a un poêle, il suffit de faire un feu. Enfin, c'est vraiment magique, en fait, pour les enfants de faire ça. Il y a aussi, tout simplement, se poser dans un endroit qu'on aime bien et observer ce qu'il y a autour de nous. Jardiner, laisser aux enfants, si on a un balcon, un bac à eux pour faire leurs expérimentations, ou un petit bout de jardin si on a la chance d'avoir un jardin où on les laisse vraiment faire ce qu'ils veulent. Un feu de camp et griller des chamallows, construire une cabane, construire un petit moulin sur un ruisseau, etc. Enfin, il y a vraiment 1000 choses à faire. Voilà, en vrai que les trucs qui me sont passés par la tête. Et du coup, dans ton blog, en ce moment, tu fais des propositions aux parents là, régulières sur des sorties nature avec les enfants. Oui, alors effectivement, on est passé par une période avec Antoine où, comme tu disais, il rechignait beaucoup à sortir. Moi, j'avais pas trop l'énergie de le motiver, en fait. Donc, en fait, ça se résumait un peu par « Tu viens, Antoine, on sort ?» Ouais. Bon, et du coup, on restait à la maison. Alors qu'en fait, si on réussissait à sortir, on était trop contents. Donc je me suis dit, si on se met à plusieurs, en fait, on va y arriver. Donc effectivement, je partage en ce moment des articles sur mon blog. C'est un espèce de challenge. On sort une fois par semaine et on fait un truc simple. Donc on arrête de mettre des missions complètement folles avec des trucs genre on va partir une semaine en rando vélo, faire des bivouacs. Non, un truc simple. Notre première sortie, on est sorti dans le parc de la caserne de Bonne et on a pris en photo 5 trucs qu'on trouvait jolis de nature. Donc vraiment des trucs hyper simples et ça permet de se remotiver. Et du coup, on essaye aussi en ce moment de fonder un club nature. Alors un truc hyper informel, à base de tous les parents qui sont motivés, on s'envoie un mail, voilà, on se cale telle date à tel endroit, vient qui peut, et du coup l'idée ça va être de laisser jouer les enfants en fait dans la nature. Voilà les deux gros chantiers. D'accord, donc s'il y a des enfants qui sont intéressés par le club nature, des enfants et des parents qui sont intéressés par le club nature, ils te contactent. Ouais. Ok, super. De ton côté, Laurie, toi, c'est les recos sorties de Tohubohu, parce que je sais que vous faites des recommandations pour les mercredis, les week-ends et les vacances, si on veut aussi sur Instagram. Ouais, carrément. Là, je trouve que quand même, Clémentine et Petit Lutin ont donné tellement de super astuces. Je ne vais pas trop réinsister là-dessus, mais en tout cas, par contre, je voulais revenir sur ce que tu avais introduit. L'idée d'arriver à proposer des choses, des activités, des sorties qui ne soient pas uniquement de la consommation matérielle, de sortir de ça pour aller vivre des expériences humaine, sensible, de lien au vivant, c'est vraiment hyper important pour grandir et aussi pour nous en tant qu'adultes. Donc, c'est ce que tu mentionnais, quoi, en fait, de sensibiliser les enfants à l'environnement, ça passe par vivre cette expérience de nature-là, de créer ce lien affectif. En fait, c'est même pas tant le créer parce qu'on fait partie du vivant. Donc, en fait, il est existant, il a juste besoin d'être nourri par des sorties, par différentes expériences avec la nature et les animaux de façon générale. Et ça vient après, je crois, vraiment donner du sens aussi à des actions de protection. Parce que si on a vécu quelque chose d'émotionnellement fort avec la nature, des magnifiques souvenirs, etc., on a envie de la protéger, cette planète. Et puis on comprend qu'on en est dépendant aussi. Donc après, ça devient hyper cool de dire, OK, on va réduire nos déchets, on va faire du compostage, ou on va essayer d'aller donner nos vêtements, ou de faire d'aller chercher des trucs d'occasion. Ça devient ludique et ancré, en fait. Et ça, c'est important.
Voilà, et du coup, oui, avec Tohubohu, on propose, parce que parfois, c'est pas facile d'avoir les idées de quoi faire et de se dire, OK, je fais quoi? Puis en plus, est-ce que ça va être accessible parce que j'ai une poussette? Enfin voilà, il y a plein de contraintes différentes. Donc, on essaye de proposer des choses en ligne et puis nous, de monter des actions, donc des sorties nature. Là, par exemple, on va faire une sortie à l'étang de Jarry, qui a l'air trop bien, qui est accessible y compris pour les petits marcheurs. Et on va finir par un goûter partagé avec tous les parents. Il y a une guide et une conteuse qui vient raconter une histoire autour de la nature en même temps pour faire de ce moment un moment magique à vivre tous ensemble. D'accord, ça, ce sera quand? C'est le 21 mai. D'accord, donc le rendez-vous est... Alors ça, c'est pour les adhérents, donc je suis désolée, c'est déjà complet la sortie. D'accord, Mais, ok. bon, en tout cas, l'étang de Jarry, on peut donner ce tips parce qu'il nous a été recommandé. Nous, on va aller tester. D'accord, très bien. Donc à suivre sur Instagram. Ouais. Ok. Et puis pour conclure un peu sur ces questions-là, moi, ma question c'était comment aussi on gère avec les familles qui n'ont pas forcément le même style de vie ou quand nos enfants ont des propos ou des activités qui sont vraiment pas tout à fait en lien avec ce que leurs copains vivent. Parce que tu disais aussi, Antoine, hein, que tu avais l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants qui se sentaient concernés par ça autour de toi. Bah, comment on gère ça en tant que parent? C'est compliqué. Avec Antoine qui grandit, et ben, il se tourne vers les activités d'ado à base d'écran et d'écran. Et du coup, c'est vrai que c'est assez compliqué parce que il faut réussir à marcher sur... avoir un travail d'équilibriste qui est de ne pas le couper non plus, qu'ils ont un extraterrestre par rapport à ses amis. Donc oui, il a une console qu'il partage avec son papa à la maison. Il a son ordinateur. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'avec un ami, on a ressuscité un vieil ordinateur. Donc on est resté dans une démarche... écolo, économie circulaire, etc. Mais du coup, il a quand même son propre ordinateur, etc. Donc il va avoir un téléphone l'année prochaine qu'on va acheter reconditionné. Donc voilà, c'est toujours passer de... Il y a un besoin qui est de ne pas être trop différent des copains. Et du coup, comment on peut faire pour combler ce besoin, mais de façon la plus durable possible, en fait. Ça répond pas vraiment à la question. Non, mais si, c'est l'idée. C'est à un moment donné comment on reste aussi dans une socialisation parce que ça nourrit aussi les enfants en fait et d'être différent c'est douloureux aussi des fois donc c'est important. Enfin ces questions-là elles se posent assez rapidement quand on fait des choix de mode de vie qui sont plus ou moins alternatifs mais c'est une vraie question et elle se pose à nous comme à nos enfants. Je pense que c'est hyper important aussi de les écouter les enfants. Et à partir du moment où ils vont parler d'une souffrance ou de quelque chose qui les gêne, en fait, et de pouvoir lâcher prise. Je sais pas, j'imagine un enfant qui va dire moi, je me sens pas bien à l'école parce que les vêtements que je porte, c'est vraiment trop décalé par rapport aux autres. Je veux un t-shirt de marque comme tous les copains. Se dire ok, en fait. On le fait parce qu'il y a une souffrance et si on veut qu'une fois adulte, ils retiennent le message d'écologie en fait et de protection de la nature et qu'au contraire ils ne soient pas dans un truc genre mes parents m'ont trop saoulé avec ça pendant que j'étais gamin, maintenant je vais complètement à l'opposé. Je pense qu'il faut aussi juste écouter leurs besoins et de temps en temps accepter de lâcher prise sur certains trucs en fait. Oui, puis on échangeait aussi avant l'émission sur trouver des figures d'identification de son âge. Là, tu parlais d'un bouquin qui s'appelle Génération, où il y a des témoignages d'adolescents qui sont engagés pour des causes environnementales ou sociales et qui, du coup, peuvent aussi donner envie de ressembler... ça peut donner aussi envie à nos jeunes de ressembler à eux. En tout cas, de trouver des gens de son âge qui sont engagés et pas simplement que ça vienne d'en haut et des parents. C'est aussi une façon de motiver et puis de se sentir peut-être moins différent. Génération, c'est des jeunes adultes. C'est la génération des années 2000. Et pour les
les plus jeunes enfants, je ne sais plus comment s'appelle le livre, je pourrais chercher pour que tu puisses le mettre dans les liens. Effectivement, il y en a un sur des ados. Et puis, il y a le livre de Marie Desplechin dont on parlait, qui est plus pour les enfants, en fait. J'ai oublié le titre aussi. J'ai cherché tout à l'heure, mais j'ai oublié le titre. Donc, il y a un livre pour chaque tranche d'âge, en fait. D'accord, on le mettra en descriptif des épisodes, on retrouvera les titres. De ton côté, Laurie, tu voulais réagir à ça aussi ? Ouais, je rejoins carrément ce que disait Clémentine. Et du coup, je rebondis sur ces histoires de livres parce que je crois que ça me parle pas mal de l'idée de repartir en fait de récits qui vont nourrir l'imaginaire en fait pour toucher en fait ce qui est de l'ordre des tripes, de l'émotion. Donc en fait des livres qui soient adaptés évidemment à l'âge de l'enfant ou de l'ado et de venir raconter une histoire qui parle de la nature, de l'environnement, de l'état du monde, avec un côté sans désespérance. C'est hyper important et généralement les bons livres jeunesse sont écrits comme ça, avec toujours une lueur d'espoir, l'idée que l'humanité est résiliente, va pouvoir faire quelque chose et que du coup on peut prendre part, être ces acteurs-là, ces citoyens-là, ces héros-là par rapport à la planète. Donc de passer par le récit et l'imaginaire, ça me paraît être une bonne chose pour après nourrir les échanges. D'accord, donc ouais, on recommande donc notamment les romans de Marie Pavlenko, et puis bien sûr l'indémodable Wall-E. Hein, on va aller regarder Wall-E avec les enfants, ce petit robot là qui vit dans sa planète de déchets et puis qui tombe amoureux de la belle Ève qui lui ramène le brin d'herbe, enfin bon, la vie quoi. Voilà. Et toute souris, elle était toute émue en parlant de Wall-E. Mais non, mais c'est un des dessins animés qu'on passe à peu près 15 000 fois par an. Voilà. Il y a aussi tous les Miyazaki. Oui, c'est vrai. Ah oui. Mais en tout cas, voilà, c'est important d'avoir des récits collectifs qui nous racontent aussi une autre histoire et qui nous encouragent à ça, au développement durable, à l'écologie, à la transition. Tout à fait. Bon, comme d'habitude, on ne va pas ressortir de l'émission avec des recettes toutes faites, mais on espère que ces échanges vont vous aider à mettre en place, à améliorer, et puis à améliorer les pratiques de l'écologie au quotidien, en famille. N'hésitez pas à nous partager vos trouvailles, vos tips sur Internet, sur les réseaux, à nous écrire aussi si cette émission et cette thématique vous a plu. Et n'hésitez pas aussi à suivre Clémentine donc sur les réseaux sociaux et sur son blog clémentinelamandarine.org abonnez-vous à sa newsletter ou à ses programmes d'accompagnement. Rejoignez l'aventure Tohu aussi, que ce soit pour le service couche lavable, pour le collectif de parents ou pour les deux. L'actualité de l'asso, elle est à suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook et Insta, @ici Tohu, tout attaché. C'est bien ça ? C'est tout à fait ça. Yes. Toutes les ressources citées dans cet épisode, Flo, elles seront précisées dans le descriptif du podcast. Ouais, qui sont à rallonge à chaque fois, mais j'espère qu'ils vous servent. C'est jamais à rallonge. S'il y a tout, c'est bon, c'est que c'est bien. C'est ça. Et puis, moi, j'en profite aussi pour vous faire un petit moment de news de Parents Live. Si vous avez envie de retrouver l'exposition La place des pères, qui questionne les paternités d'aujourd'hui et la coparentalité, elle sera le 3 juin au colloque de l'Université populaire des parents à Échirolles, qui réfléchira à parents, écoles, institutions, pourquoi et comment faire ensemble pour l'épanouissement de l'enfant. Donc c'est un groupe de parents qui, aidés par des universitaires, ont réfléchi à cette question pendant plusieurs années et qui là vont donner les résultats de cette recherche. L'expo, elle est aussi en itinérance dans les communes des villages du lac de Paladru sur les mois de mai et de juin. Il y a un rendez-vous le 11 juin à Paladru lors de la journée 100% famille qui est organisée par les partenaires locaux. Il y aura plein d'activités autour de la petite enfance, de l'enfance, et puis il y aura même les pompiers. Ces deux événements, ils sont organisés dans le cadre de la quinzaine de la parentalité qui est soutenue par la CAF de l'Isère et qui se déroule du 1er au 15 juin dans tout le département. Et on vous mettra l'ensemble du programme en descriptif de l'épisode. L'expo, elle fera également un tour par Toulouse le 14 juin avec le réseau Paternité lors du Forum du REAP Haute-Garonne. Donc là, c'est un groupe de professionnels qui réfléchit sur ces questions de paternité, sur comment mieux accueillir les pères dans les structures de soutien à la paternité dans l'agglomération de Toulouse. Et puis surtout, nous, on va participer aux premières rencontres internationales sur les masculinités à Lyon, les 24 et 25 juin, qui sont organisées par un collectif d'associations, dont l'association belge Le Monde selon les femmes, avec laquelle nous, on entame un partenariat européen.
dans le cadre d'Erasmus+, et qui est impulsée par l'association Et les Pères, qui est chargée du déploiement de l'expo en PACA et en Occitanie. Donc on va y parler de paternité, de coparentalité, d'égalité femmes-hommes. Guettez le programme qui n'est pas encore sorti mais qu'on vous transmettra, ça risque d'être très très chouette. On vous rappelle également qu'en ce moment, c'est la semaine de l'éducation organisée par la ville de Grenoble. Donc il y a des animations pour les parents dans les accueils périscolaires, il y a des conférences, il y a des ateliers, il y a de nombreuses propositions autour de l'éduc et du développement durable. Le programme, il est en ligne sur le site de la ville de Grenoble. Oui, on se disait que c'était super chouette qu'il y ait ce genre d'événement sur Grenoble et qu'il y avait donc des conférences d'Isabelle Filiosa, de Philippe Mérieux, puis d'autres gens moins connus mais toujours certainement très intéressants. Voilà. Alors, nous, de notre côté, pour la rentrée prochaine, pour l'émission, on souhaite renforcer l'approche participative et collaborative de l'émission. Donc, les parents, faites-nous part des sujets que vous aimeriez que l'on traite. Prenez le micro lors du direct et puis participez peut-être au comité rédactionnel et pourquoi pas co-animer avec nous l'émission. On va y réfléchir pour l'année prochaine. Et puis les professionnels, les institutions, communiquez-nous les thématiques que vous souhaiteriez que l'on aborde. Sollicitez-nous aussi pour accompagner des groupes ou des parents ou des familles dans l'élaboration d'une émission radio dédiée. Voilà, on vous en dira plus par mail et puis sur nos réseaux. Et surtout, vous qui nous écoutez, ne quittez pas l'antenne. À 14h30, j'accueille les enfants du contrat local d'accompagnement à la scolarité de la Maison des Habitants Les Baladins à Grenoble pour qu'ils nous parlent de leur projet. On va se la raconter. Moi, je vous dis à la rentrée prochaine pour une saison 4 concoctée avec vous et pour vous. Et je remercie beaucoup nos 3 invités. Je vous embrasse. Merci beaucoup, Flo. Merci à nos 3 invités. C'était très intéressant et un plaisir de vous avoir autour de cette table. Merci, Flo. Et puis rendez-vous pour l'année prochaine, Nouveaux Parents Live. 22e. Ouais, 22e. 5e saison. Non, 4e saison. Ouais, 4e saison, nouvelle formule. Mais surtout, restez branchés, les amis. Le rendez-vous pour Media Kids. Et c'est donc à partir de 14h30. Allez, ciao tout le monde.